Bonjour à vous tous. Aujourd'hui nous allons discuter un petit peu du concept de base de données. Alors, il faut savoir qu'il y a deux façons de faire pour vos bases de données. Vous pouvez créer une base de données locale dans votre ordinateur, c'est-à-dire vous avez un ordinateur, vous avez une base de données, hop là, vous avez une base de données ici dans l'ordinateur, et quand vous travaillez donc avec des données locales. Alors, typiquement, ici, ça pourrait être Access, ça pourrait être Excel, ça pourrait être d'autres types de bases de données, hein. Même vous pouvez héberger, si vous développez avec WinDev, vous pouvez installer le serveur de base de données qui s'appelle HFSQL, vous le mettez à l'intérieur, vous travaillez avec les bases de données locales. Et tous les autres systèmes, en fait, peuvent s'intégrer de façon locale. Mais ce principe nous génère un problème. Enfin, un problème. Voilà. Là, ici, on va se mettre en configuration réseau. Donc, vous êtes dans une entreprise. Vous voyez. Voilà. Donc, ici, c'est votre ordinateur de travail avec cette base de données. On a ici les personnes qui, elles, sont reliées chacune au réseau. Vous aussi. Voilà. Donc là, on a tous les ordinateurs qui peuvent communiquer ensemble. Imaginons maintenant que les ordinateurs qui sont ici, donc les trois ordinateurs, hein, on a donc on a l'ordi 1, ordi 1, on a le 2, on a le 3, et ici, on a le 4. Donc le 4, c'est le vôtre, c'est sur lequel vous travaillez. Maintenant, on va imaginer que ordi 1, la personne qui travaille sur ordi 1, veuille travailler sur votre base de données qui est ici. Vous, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé sur cet ordinateur-là de créer, de mettre en partage, donc il vous faut partager le disque dur, le répertoire du disque. Donc il faut partager le répertoire du disque sur lequel il y a la base de données. À partir de ce moment-là, les utilisateurs vont pouvoir venir travailler sur cette base de données. Mais on est bien d'accord, regardez bien ici ce que vous venez de faire, vous venez de partager le répertoire qui contient la base de données. Pour que les utilisateurs ici puissent travailler à l'intérieur, il va falloir donner des droits sur ce disque. Et en général, vous mettez les droits en écriture, les droits en lecture. Je suis désolé, mais avec la tablette, j'écris très mal. Du coup, beaucoup de personnes, en fait, ils donnent tous les droits. Alors là, il y a un problème. C'est-à-dire que vu qu'on a ce droit ou celui-là, n'importe qui ici va voir ce dossier partagé, puisque là, en fait, vous allez créer un répertoire partagé sur le réseau. On imagine que la personne qui est sur l'ordinateur 3, elle regarde, elle voit qu'il y a un dossier partagé, elle va dessus, elle voit qu'il y a une base de données, elle ne comprend pas, elle dit je ne sais pas ce que c'est, et elle la supprime. Moralité, qu'est-ce qui va se passer ici? La base de données est supprimée. Pourquoi? Parce que il y a les droits d'écriture ou tous les droits. Moralité, au niveau sécurité, on est d'accord, c'est vraiment pas l'idéal. On a un autre problème. C'est que, en fait, votre base de données, qui est donc ici, le souci, c'est qu'elle est sur un ordinateur, elle est sur votre ordinateur, et qui est un ordinateur de travail. Moralité,
Ici, par exemple, vous allez travailler avec un logiciel de montage ou autre chose qui est très gourmand en ressources. Ben, au niveau de la base de données, ici, ceux qui ont le programme, ils vont essayer de se connecter et ça va être très lent. Autre chose, vous êtes en train de uploader ou télécharger, donc vous consommez beaucoup de bandes passantes. Moralité, eux, ici, qui veulent accéder à vos données qui sont là, ben, ils vont avoir un mal fou à avoir des performances correctes. Du coup, il existe un autre système. Donc ça, on est d'accord, c'est du local sur un ordinateur qui est non dédié. On va voir un autre système. Alors, hop là, je vais recommencer tout à zéro pour vous montrer l'autre système. Je vais juste garder... Non, je vais même modifier quelque chose. Hop. Hop là. Donc on va voir en fait ce qu'on appelle les bases de données client-serveur. Alors, le client-serveur, ça va fonctionner différemment. Ici, vous avez votre ordinateur qui est là. Mais au lieu que ça soit comme ceci, on va ici mettre un serveur. On va faire un serveur. D'accord? Serveur de base de données. Donc lui, le serveur de base de données, voilà. On va dire qu'il est hébergé. Il est soit vous passez avec PCS Cloud, soit vous avez loué un ordinateur, un VPS, vous louez un VPS chez un hébergeur, et vous installez un système de base de données. Donc les systèmes de base de données de type client-serveur, il y en a plusieurs. Vous avez par exemple possibilité de mettre un qui est connu, MySQL. Vous avez son pendant un peu plus open source qui est MariaDB. Vous avez PostgreSQL qui est une très très bonne base de données gratuite. Après, dans les payants, vous avez SQL Server. Vous avez Oracle. Et nous, puisqu'on est sur du WinDev, donc PCSoft a créé une base de données gratuite qui s'appelle HFSQL. Cette base de données gratuite donc peut s'installer de façon locale quand vous voulez travailler, vous voulez tester, et vous pouvez très bien l'installer sur un serveur. Alors, ça, on verra un peu plus tard, je vous montrerai comment le faire. Donc là, on imagine, vous avez un serveur dédié. Ok ? Ici, on a Internet. D'accord ? Donc Internet, on va le symboliser avec un nuage. Donc c'est Internet. Internet, quand vous êtes chez vous, via votre box, vous êtes dans Internet. Et là, votre serveur de base de données, il a une adresse IP, donc il a une adresse IP quelconque, par exemple, hop là, ça marche pas. Bien, je voulais écrire, voilà. On va lui mettre une adresse IP genre 95.65.10.25. Donc ça, c'est son adresse IP. Donc vous pouvez le joindre via son adresse IP ou via un nom de domaine. Maintenant, vous, au niveau pratique, vous êtes, hop là, vous êtes ici, chez vous, dans votre entreprise. On va dire qu'il y a 3 ordinateurs. Ceci maintenant, considérez que c'est votre box. Donc, les ordinateurs, ils sont connectés à la box. Voilà. Et leur adresse IP, de lui, par exemple, on est en local 192.168.1.10. Ça, c'est pour lui. Ici,
on va lui dire 192.168.1.20 et ici 192.168.1.30. Voilà. Donc ici, c'est les trois adresses IP. Alors, vous allez me dire, adresse IP 192, 168, 110, 120, tout ça, ça peut, comment ça peut connecter, ça peut se brancher là-dessus, sur du 95, ainsi de suite, qui ne sont pas les mêmes réseaux. Je vous rappelle le réseau, hein, donc ça, si vous avez des cours réseau, donc on calcule un réseau en fonction du masque de sous-réseau. Donc là, ici, c'est un masque en /24, hein, donc on a les 3 octets ici, qui font le réseau. Donc là, on voit bien que 192.168.1, 192.168.1, 192.168.1, donc ces 3 machines sont dans le même réseau. Mais attention, je vous redis, ça dépend du masque de votre du masque sous réseau. Et bien sûr, tous comme passerelle, ils ont votre box. Et votre box, en fait, elle a 2 adresses IP. Elle a une adresse IP dans votre LAN, hein, 192.168.1.1. Ça, c'est l'adresse IP LAN de votre box, donc de ce côté, hein, ça c'est votre LAN, il est là, et de l'autre côté, eh bien, elle a une adresse IP publique. Donc au niveau public, elle a par exemple, elle est dans un réseau, par exemple 84, hop là, 84.15.24.5. Donc ça c'est son adresse publique. Du coup, les adresses publiques, elles sont sur Internet. Donc, si votre box, elle fait un ping sur 95.65.10.25, logiquement, ce serveur, s'il est sur Internet, il va répondre. Et après, vous allez me dire, mais là, je ne suis pas dans le même réseau. Cette box, en fait, c'est elle qui va faire le passage entre ce réseau et celui-là. Vu qu'elle a 2 pattes, elle prend des choses ici, elle les envoie ici, elle récupère des choses d'ici, elle les repasse dans ce réseau. Alors, comment ça marche, hein? Ça, c'est ce qu'on appelle du NAT-PAT. Donc, c'est quoi? Ici, vous avez de la translation d'adresse qui va se faire par rapport à ce qu'il rentre et ce qui sort. Donc, en fait, quand vous avez quelque chose qui arrive, ça va le faire passer de ce côté ou de ce côté. Comment il va faire le système? Eh ben, il va remplacer l'adresse du LAN par son adresse ici et il va rajouter un port. Par exemple, il va rajouter le port 1500 pour une translation que qui va effectuer pour vous permettre de partir ici. Et lui, quand il va répondre, le serveur de base de données, il va répondre à 84.15 et sur un port qui va bien. Du coup, comme la box, elle tient une table en fait des associations IP et port, elle va pouvoir automatiquement vous renvoyer le système. Donc ça, c'est un système de NAT, de translation d'adresse. C'est comme ça avec IPv4. Quand il y aura IPv6, on va supprimer ce genre de choses, puisque IPv6, chaque périphérique aura une adresse, on va dire qu'il aura une adresse publique. Alors, donc ça c'est un peu de théorie, hein, c'est de la théorie réseau que je viens de vous expliquer, mais bon, si vous voulez aller plus loin, hein, vous trouverez l'essentiel des cours, vous trouverez tout là-dessus, hein, vous cherchez NAT-PAT ou translation d'adresse, vous trouverez tout ce qui va bien. Alors, maintenant, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ici, on a un serveur de base de données. Ce serveur de base de données, lui, il va en fait écouter sur un port. Par exemple, il va écouter 4900. Donc ça, j'ai mis le port du serveur Hyperfile SQL, HFSQL en fait. Hein. Alors, ici, au niveau du serveur que vous avez acheté, ce serveur, le seul rôle qu'il va avoir, c'est un serveur de base de données. Ça va être son seul rôle. Il ne fera rien d'autre. Et personne ne travaille dessus. Donc, toute sa capacité de calcul, de traitement, vous est dédiée. OK? Vous, quand vous allez travailler, en fait, vous allez envoyer ce qu'on appelle une requête. Alors,
les requêtes, c'est du langage SQL. Donc c'est du SQL. SQL, ça se représente comment? On imagine, vous avez une table, ici un fichier des clients. D'accord? Donc ce fichier des clients, il est à l'intérieur de votre base de données. Donc on pourrait imaginer, alors je vous le schématise vite fait bien fait, hein. C'est du... voilà, j'essaye de faire au mieux. Yop, voilà. Je déborde un peu, mais bon, allez. Zou, ça c'est votre fichier. À l'intérieur de votre fichier, en fait, on va imaginer que vous avez un numéro client, un nom, du prénom et un téléphone. Ici, vous avez le 1, le 2, le 3, vous en avez un qui s'appelle Baptiste, un autre qui s'appelle Dupont, et un autre qui s'appelle, on va mettre notre fameux Toto. Et les prénoms, enfin bon, je vous laisse imaginer la suite. Voilà. Donc ça, c'est stocké dans la base de données qui est ici. Moi, je veux interroger. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux solutions. Soit je programme un accès, c'est-à-dire que je vais dire ouvre ce fichier, positionne-toi sur la première ligne, lis-moi la première ligne, la deuxième, la troisième. Et là, vous voyez, vous allez avoir beaucoup de transferts qui vont se faire d'ici à ici. Puisque en fait, vous allez avoir autant de transferts que de lignes. C'est-à-dire, ouvre le fichier, c'est un transfert. C'est un ordre que vous envoyez à lui. Donc, c'est premier transfert. Le deuxième, ça va être positionne-toi sur le premier enregistrement. Vous voyez, troisième, ainsi de suite. Donc vous allez avoir envoyé un maximum d'ordres. Et qui vont aller là, et qui vont aller là. Et si chacun fait ça, donc si tout le monde envoie plein d'ordres comme ceci, on va vite arriver à avoir une multitude de paquets qui s'en vont et qui arrivent de l'autre côté. Moralité, ce serveur, quand il écoute sur son port, ici, quand il écoute sur ce port-là, il va avoir plein de demandes. Alors, regardez ce qu'on va faire. En fait, il y a un système plus simple, hein, donc c'est SQL, hein, le langage SQL. Alors, le langage SQL, c'est quoi le langage SQL? En fait, lui, le langage SQL, il y a... bon, j'essaie de refaire montrer moi, mais bon, tant pis, excusez-moi, c'est un peu cracra. Mais l'essentiel, c'est pas que ce soit, c'est pas grave que ce soit cracra, l'essentiel est ailleurs. Alors, je reprends mon explication. Le fichier SQL, lui, on va l'écrire. Donc ici, du côté client, on va écrire ceci, par exemple, select étoile from client. Ce fichier, vous voyez, au niveau de la taille, c'est un petit fichier texte, hein, c'est que dalle. Ce fichier-là, en fait, il comprend quoi? Il comprend l'équivalent de plusieurs lignes. La première ligne, ça serait ouvre le fichier client. Et après, on aurait une boucle genre tant que tu n'es pas à la fin du fichier, renvoie-moi les lignes. Et à la fin, ferme le fichier. En fait, à chaque fois, là, il va me renvoyer, il va faire le test. Je suis sur ma première ligne, oui, je fais renvoyer la ligne, je suis sur ma deuxième ligne, je fais renvoyer ma ligne, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc en fait, là, je vais envoyer un maximum d'ordres. C'est pas intéressant. Donc là, je vais faire du trafic. Ça va faire un trafic réseau monstrueux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, si je calcule le fichier qui est en haut, le fichier SQL là,
Le fichier SQL, si vous le regardez, ce fichier, il est tout petit. Ça, c'est quelque chose que vous allez envoyer qui va être très très léger. Donc on appelle ceci une requête. C'est une requête. Qu'est-ce qui va se passer? Cette requête, elle va partir par ici. Elle va arriver à l'ordinateur sur le port 4900. Le serveur de base de données, lui, il va récupérer cette requête, il va la traiter, il va mettre les informations qui sont ici, hop là, il va les mettre dans un fichier et il va vous renvoyer le fichier. Moralité, au niveau des transferts, vous voyez, théoriquement, je n'en ai que 2. Je peux en avoir plusieurs si la taille des fichiers renvoyés est supérieure à la taille des trames envoyées. Mais considérez que j'en ai que 2. Et j'ai pas cette multitude d'ordres qui sont partis, qui sont revenus pour me dire OK, ordre exécuté. Moralité, si l'ordinateur d'en dessous, il envoie une requête aussi. Si l'ordinateur d'ici, il envoie une requête, qu'est-ce qui va se passer? Le serveur, lui, c'est simple. Il récupère, hop là, je vais vous montrer comment ça va fonctionner. Lui, il récupère en premier, on va dire, la requête 1. Après, il va récupérer la requête 2. Après, il va récupérer la requête 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à traiter dans l'ordre d'arrivée. Du coup, il va commencer à traiter requête 1 et il va aller très très vite parce que lui, il est optimisé pour faire du traitement de base de données. Donc tous les serveurs que vous voyez ici ne savent faire qu'une chose, c'est traiter des datas, mais par contre, ils le font de façon exceptionnellement rapide et efficace et fiable. Et comment ils font? Du coup, ils font une file. Ici, il y a une file d'attente. Il attaque la première. Une fois qu'elle est faite, cette requête, qu'il a trouvé le paquet des datas, il le renvoie de l'autre côté au demandeur. Et après, immédiatement après, il fait la deuxième. Après, il fait la troisième. Moralité, vous n'avez aucun accès concurrent. Un accès concurrent, ça serait 2 fois des modifications qui se font en même temps sur le même fichier. Ça, il va le gérer. Et le fait d'avoir une file d'attente, ça lui permet de travailler sans notion de concurrence entre les ordinateurs. Un ordinateur qui serait plus rapide, qui irait plus vite. Non, il reçoit la première requête, il la traite, il l'envoie. Deuxième, il la traite, il l'envoie. Troisième requête, il la traite, il l'envoie. Et il est capable de traiter des milliers, selon le dimensionnement, il est capable de traiter plusieurs centaines de requêtes à la seconde. OK? Et vous voyez avec le minimum d'effort. L'avantage ici, c'est qu'au niveau des droits que vous allez affecter à la requête, au niveau des droits, enfin pas la requête, au serveur. Le serveur, lui, va avoir des droits. La base de données, personne ne sait où elle est. Il n'y a pas de dossier partagé, il n'y a pas de répertoire ouvert à tous les vents. Lui, il écoute que le port 4900. Et sur ce port-là, il n'écoute que des requêtes, que des commandes pour lui. Du coup, si quelqu'un essaye de vous hacker cet ordinateur, s'il n'a pas les accès route de l'ordinateur, il ne peut accéder si que le port 4900 est ouvert, et il ne peut accéder qu'au port 4900. Et le port 4900, lui, le serveur de base de données ne traite que des requêtes. Et il ne s'embête pas pour le reste, il ne le fait pas. Donc si on y envoie autre chose, il ne le traite pas. Pareil, il vous a envoyé une requête fausse, il ne va pas vous dire la requête est fausse. Pour des notions de rapidité, votre requête, elle est mal écrite, il n'y a pas de réponse, point barre, à vous de vous débrouiller. Mais il n'y a pas un petit message, votre requête est mal écrite, veuillez le refaire. Non, 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 lui, il est optimisé, il veut aller vite. Donc il ne s'enquiquine pas avec ses problèmes, vos problèmes de programmation. Si vous ne savez pas faire du SQL, reprenez des cours, quoi. Voilà un petit peu son schéma. Donc hop, tu vas sur Google, tu te prends un tuto et tu travailles un peu mieux. Voilà. Donc, au niveau fiabilité, c'est hyper top par rapport à ce qu'on a vu. Au niveau rapidité, il n'y a pas plus rapide. Et on voit, on est sur du système client. Donc les clients, c'est ici, c'est cette zone, et lui, c'est le serveur. Donc, privilégiez toujours, à partir du moment où vous allez avoir une application que vous allez mettre en production, à partir du moment où vous voulez faire du SQL, à partir du moment, privilégiez toujours
enfin pas si vous voulez faire du SQL, pardon, mais à partir du moment où vous voulez avoir une application fiable, dont les données sont centralisées, privilégiez toujours cette histoire de serveur de base de données. Alors un serveur de base de données, vous pouvez le mettre en local, hein, vous pouvez le créer d'ici de ce côté-là. C'est la même chose. Là, c'est un accès à, typiquement, hein, c'est un site web avec des bases de données pour les commerciaux, les clients. Bon, ben, c'est sur Internet, quoi. Donc tout le monde va se connecter, va récupérer les infos. Sachez qu'au niveau de la maintenance des serveurs de base de données, une fois que vous l'avez mis en route, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Peut-être peu d'indexation de temps en temps, mais voilà. Vous le laissez rouler. Après, n'oubliez toujours pas de faire les mises à jour du serveur, hein, des serveurs, parce que ça c'est hyper important. Si jamais il y a une faille, il faut toujours faire les mises à jour. Voilà. Donc, je récapitule. Fiabilité, rapidité, sécurité. Vous avez là trois piliers hyper essentiels à votre infrastructure. Maintenant, au niveau du langage SQL, donc SQL, lui, euh, SQL, en fait, c'est un langage normalisé. Hein. Donc le langage SQL, il est normalisé. C'est-à-dire que la même requête, comme on a vu tout à l'heure, hein, le select, étoile, from, c'est toujours un petit peu la même chose si vous voulez chercher quelque chose. Hein. Select, étoile, from, client. De toute façon, je vous ferai un cours directement sur SQL, on ira un peu plus loin. Je vais même vous faire, il va y avoir un TP, ça c'était une introduction pour la suite. Pour la suite, je vais vous faire un TP où vous allez créer carrément une base de données. Vous allez créer un logiciel éditeur, un éditeur de base de données dans lequel vous mettrez vos requêtes et les requêtes, elles seront jouées, elles reviendront, exécutées, ainsi de suite. Donc, ces requêtes-là, ce type de requête, ça, c'est normalisé. C'est-à-dire que cette requête, quelle que soit la base de données, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, Oracle ou HFSQL, quelle que soit la base de données, vous avez la certitude que le résultat sera correct. Alors, ça peut vous sembler, bon, ok, ouais, d'accord, on a le même langage et tout. Quel intérêt? L'intérêt, c'est que vous, en tant que développeur, vous n'allez pas vous enquiquiner à qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau des bases de données. Vous allez créer votre langage avec vous allez créer votre langage avec vos requêtes. Enfin, vous allez créer votre langage, vous allez créer votre programme avec les requêtes qui vont bien. Vous les testez en local sur votre ordi tranquillou. Si ça fonctionne, vous n'avez plus qu'à dire, hop, maintenant, moi je veux un serveur de base de données. Vous allez chercher vous cherchez sur le web à quel endroit c'est le moins cher, ainsi de suite. Donc, vous avez PCS Cloud qui va vous proposer tout un système. Je vous le montrerai aussi. Vous avez la société Calanda qui va vous proposer des bases de données accessibles à distance de type HFSQL. C'est pas excessif, hein, c'est eux qui gèrent tout. Vous n'avez qu'une base de données. Voilà. Donc, du coup, si jamais par exemple quelqu'un dans votre infra on vous dit ah ouais mais nous on travaille avec MariaDB ou PostgreSQL, il n'y a pas de souci. Vous récupérez il vous faut quoi pour travailler? Il vous faut l'adresse IP du serveur, le port, un compte qui vous permet de vous connecter ici. Donc il vous faut un login. Zut, je suis désolé encore pour les outils, des fois je... Voilà, il vous faut quoi? Il vous faut un login, un mot de passe, une IP et un port. Avec ces quatre choses-là, du coup, votre programme va être capable de se connecter à la base de données. Et vous n'avez plus qu'à envoyer vos requêtes. Donc ça, vous le faites dans l'initialisation de votre programme. Hein. Vous définissez la connexion. Et une fois que c'est fait, vous faites vos requêtes. Ce qui veut dire que quand vous testez chez vous, là, vous allez mettre login, mot de passe, IP et le port de votre machine locale ou de votre serveur de test que vous avez mis à côté. Une fois que vous passez en production, votre programme, vous faites modifier le login, le mot de passe, l'IP et le port, donc ça c'est en dur dans le programme. Vous déployez votre programme, votre site web, et qu'importe la base de données après en fait. Il va s'y connecter. Du coup, on vous dit on change de serveur, on change d'hébergeur. Hein, donc vous voyez, je change d'hébergeur, je change l'IP, le port, le login, le mot de passe. Si jamais après c'est sous-dimensionné,
vous avez besoin de plus gros et que en fait vous trouvez une offre sur internet où vous avez un truc énorme pour pas cher. Enfin, méfiez-vous du pas cher quand même. Donc vous trouvez quelque chose d'énorme et vous y allez. Et qu'importe la base de données. Donc, dans les bases de données que je vous conseille, alors on va commencer, on est chauvin. Je vous conseille celle-ci, si vous travaillez avec WinDev, WebDev, WinDev Mobile, mais sachez que de toute façon, cette base de données, elle est gratuite et vous pouvez vous y connecter avec plein d'autres programmes. Hein. Vous avez des connecteurs comme ceci. Après, si vous avez le choix dans les gratuits ou les payants là, ok, ça c'est les payants, et là-haut vous avez les gratuits. Je vous conseille moi PostgreSQL. PostgreSQL c'est de la balle. Franchement c'est de la balle. Pas très connu, mais voilà. Vous voyez les tests, c'est hallucinant quoi. MariaDB après. Et MySQL, alors MariaDB ou MySQL, en fait, beaucoup maintenant de logiciels libres utilisent MariaDB parce que MySQL donc est de un peu moins libre depuis que ça a été racheté par Oracle, si je ne me trompe pas. Oracle, c'est très très bon aussi, mais alors c'est très très cher. SQL Server, c'est très très bon aussi, c'est un peu moins cher qu'Oracle, mais ça reste du payant. Donc après, à vous de voir avantages inconvénients. Hein. Donc SQL Server, vous pouvez l'avoir en ligne aussi via la plateforme Azure de Microsoft. Mais bon voilà, moi vous voulez faire des tests, vous voulez vous amuser, vous travaillez avec HFSQL en local, et puis après vous déployez, voilà. Et surtout n'oubliez pas, travailler directement avec des requêtes. Alors WinDev a des connecteurs natifs qui vous permettent d'attaquer directement toutes ces bases de données, quasiment toutes les bases de données du marché, mais on est sur des connecteurs alors certaines sont natifs gratuits, d'autres natifs payants parce que Oracle a demandé, voilà, il y a une licence, tout ça, bref, donc du coup il faut payer. Sincèrement, prenez le bon réflexe, vous faites des requêtes. D'accord. Après, sinon, vous pouvez faire les ordres HLI premier, HLI suivant, tout ça, si vous avez le connecteur. Donc, à vous de voir. Mais si vous avez le connecteur, du coup, vous allez multiplier. Hein, HLI ouvre, HLI recherche, tout ça, vous multipliez le trafic là. D'accord. Vous avez vu tout à l'heure une requête, c'est ce petit fichier, je l'envoie, one shot, il arrive ici, il est traité, il est renvoyé. Donc les ordres sont envoyés là et c'est fait. Quand vous envoyez houvre, par exemple hli premier, l'ordre il va partir et lui il va vous donner des réponses. Hein, au cas où ça soit mal passé, donc il y a des ordres de réponse et ainsi de suite. Et vous allez voir que vous multipliez le trafic par 10, 15, 20 sans aucun souci et du coup vous ralentissez. Alors voilà, moi je vous conseille franchement d'utiliser SQL. Ok, donc voilà, c'était une petite présentation de 30 minutes. Bon, j'espère que pour vous tout est bon, j'ai fait au mieux avec ma tablette. Hein. Donc si mes petites vidéos vous plaisent, vous n'hésitez pas en bas, vous mettez que vous aimez, puis parlez-en autour de vous. Hein. Donc la prochaine vidéo, ça sera en fait on va créer, vous allez avoir carrément un exercice, donc je vais vous faire une vidéo sur la création, l'installation du système. Hein. Donc là je vais passer, PCSoft m'a prêté PCS Cloud pour que je vous montre un petit peu leur outil intégré. Donc je vais vous présenter PCS Cloud et puis on attaquera la façon de faire. Hein. Donc je vous montrerai PCS Cloud et puis après des autres façons alternatives qui existent ailleurs. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie et puis bonne fin de journée et puis à très bientôt.